consultation avec la permission de l'assistance et on va passer à la séance suivante. Merci beaucoup encore une fois, M. Valère. On pense à vous de Marrakech. Je vais faire aujourd'hui quelque chose de très basique sur l'imagerie des PID, parce qu'en fait, nous, pneumologues, on a besoin d'avoir des bases qui nous permettent d'analyser les scanners avec précision. Tous les radiologues ne sont pas des radiologues d'organes, ne connaissent pas la pathologie infiltrative parfaitement, et donc on doit être capable, nous, de discuter, d'analyser un scanner, et s'il y a une DMD, de pouvoir dans la DMD discuter avec le radiologue. Hein, vraiment faire de la sémiologie basique, ce sont des tiroirs. Vous allez voir, pour chaque tiroir, je vous donnerai quelques diagnostics auxquels il faut penser. Je meuble en attendant que ça arrive. Juste de ce schéma, tout par delà. L'interstition pulmonaire, suivant le schéma de Wevel, il y a trois parties. Il y a un compartiment axial, péri-bronchovasculaire, je ne vois pas, très bien. Ce qui explique que certaines biopsies, par exemple dans la sarcoïdose ou dans la lymphangite, soient positives. C'est parce que c'est le compartiment axial qui est touché. Il y a un compartiment qui est sous-pleural. Il y a un compartiment qui est sous-pleural et interlobaire. Et puis, il y a un compartiment pariéto-alvéolaire. Ce qui est fondamental lorsque vous allez analyser les nodules pulmonaires, c'est que on retrouve ces trois compartiments au niveau du lobule secondaire de Miller. On a dans la région centrale le compartiment péribronchovasculaire, on a le compartiment sous-pleural et interlobaire, et vous voyez que dans l'interlobaire, il y a les veines. On comprend donc que les lignes de Kerley seront bien visibles au scanner, bien évidemment, et vous avez le compartiment médial qui est pariéto-alvéolaire. Bien. Et bien évidemment, la proximité anatomique avec les vaisseaux et les voies aériennes explique qu'on parle plutôt de pneumopathie infiltrative diffuse que à la place de pneumopathie interstitielle. Retenez simplement que le septum interlobulaire, il a une épaisseur de 0,1 mm et donc il n'est pas normalement visible en scanographie. Tout par-delà, si vous vous souvenez de ça, vous allez vraiment comprendre parfaitement la pathologie interstitielle. Alors, il faut donc, pour nous pneumologues, que nous connaissions les lésions élémentaires, leur association dans l'espace et dans le temps. Tout part de ces lésions élémentaires, mais ça repose sur une technique rigoureuse. Donc, avec vos radiologues, vous devez en parler. Il faut qu'on ait un scanner d'abord en inspiration, ça c'est une évidence. Parfois en expiration, dans certains cas, pour rechercher un piégeage au niveau des petites voies aériennes, en décubitus dorsal, mais dans certains cas, en procubitus pour éliminer certains artefacts, on le verra. N'oubliez pas que le scanner est un tomodensitomètre, dont on prend des densités. Vous allez voir que dans les condensations alvéolaires, prendre les densités, c'est très utile. L'opacification, a priori, ça n'est pas utile si c'est une atteinte parenchymateuse isolée. Dès qu'il y a une atteinte médiastinale, en particulier ganglionnaire, c'est utile. Au début, si on surveille une sarcoïdose, il n'est pas utile d'injecter à répétition les patients, bien évidemment. Et si possible, un scanner basse dose, pas ultra basse dose, car là l'interstition ne sera pas vue correctement. Et l'expert, ça peut être vous, pneumologue, expert. Quand vous allez analyser le parenchyme,
Vous le savez, il y a du parenchyme périphérique, du central. Il peut être antérieur, moyen, postérieur, et puis apical, moyen et basal. Ne pas oublier les coupes en expiration qui permettent de... Ça ne marche pas, ça. C'est en haut, pas très bien. Voilà, vous voyez, sur les coupes en expiration, vous faites apparaître les zones de piégeage. Et puis, ne pas oublier que si vous avez une pathologie bronchogène, il faut utiliser la technique du MIP, ainsi que lorsqu'on étudie les nodules pulmonaires. Tout ça est accessible à tous les pneumologues. Si vous avez un MAC, vous chargez gratuitement le programme OROS et vous faites comme les radiologues, du MIP, de l'endoscopie virtuelle, tout ce que vous voulez. Donc tout nous est accessible à nous pneumologues. Voilà quelques pièges classiques. La gravitodépendance, bien évidemment, le poids du poumon en décubitus dorsal fait que dans les gouttières costo-vertébrales, on peut avoir une image en verre dépoli, qui est en fait une fausse image, qui n'est pas un syndrome interstitiel. Piège classique, les clichés en expiration. Beaucoup de patients, vous avez dû le constater, ne peuvent pas faire le distinguo entre inspiration et expiration. Et quand vous avez ça, vous avez un faux syndrome interstitiel avec du verre dépoli. Se souvenir des zones de fibrose localisées au contact d'un bec ostéophytique, c'est très fréquent, très fréquent. On a vu des patients suivis pour ça. Erreur, il ne faut pas, c'est juste le poumon tassé qui se fibrose un peu au contact d'un bec d'ostéophyte. Ça ne donne jamais une fibrose pulmonaire. Jamais. On ne s'en intéresse pas. Cette image est très fréquente. Dans les bases pulmonaires, parfois, vous avez un verre dépoli comme mal limité. Souvent, c'est bilatéral d'ailleurs. Vous regardez vos coupes frontales, on voit très bien que c'est un trouble de ventilation basale. C'est très fréquent, cette anomalie. Enfin, le sujet obèse, souvent, on a une difficulté à analyser le parenchyme. Juste un mot, j'ai vu cette patiente il y a un mois en expertise pour Covid professionnel. Arrivée avec un compte rendu, atteinte post-Covid, parce qu'il y avait du verre dépoli aux bases, vous le voyez, et il y avait ces images-là. Voilà. Donc en fait, c'était une redistribution positionnelle, bien évidemment, et si on l'a questionnée, elle a vu une radiothérapie pour un cancer du sein. Elle n'avait aucune atteinte scanographique liée au Covid. La sémiologie TDM, donc, elle va être, vous voyez, il y a beaucoup de signes, beaucoup. L'épaississement des septa, les réticulations dans les lobes, les nodules, ça on le verra, le verre dépoli, le poumon mosaïque, les condensations, des opacités linéaires, des images kystiques, le péribroncho-vasculaire. Et enfin, tout à fait à part, les vrais signes de fibrose, puisque eux vont souvent être témoins d'un pronostic qui n'est pas bon pour le patient. Je commence l'épaississement des septa. Mais là, c'est facile. Vous vous souvenez du lobule secondaire de Miller? Donc, ça dessine le lobule secondaire qui est parfaitement bien dessiné. Parfois, c'est plus subtil, bien évidemment. Là, c'est un cas très typique, mais c'est comme ça, ça dessine l'ombule. Ce qu'il vous faut, 3 réflexes. 1, ça dessine, est-ce que le lobule a une architecture conservée, oui ou non? Est-ce que l'épaississement est régulier, oui ou non? Et à ce moment-là, vous avez répondu, et vous ouvrez le tiroir. Vous ouvrez le tiroir. Donc je reviens. Est-ce que l'architecture est conservée, oui ou non? Et est-ce que l'épaississement de la paroi, vous le voyez très bien, est régulier, oui ou non? Là, c'est parfaitement régulier. Si vous avez ça, 2 questions. Et là, vous sortez votre tiroir. Épaississement régulier, architecture conservée, c'est surtout la vascularisation. L'hypertension veineuse, c'est ce que l'on voit avant toute chose.
plus rarement la maladie véno-occlusive et très rarement le Niemann-Pick ou l'Erdheim-Chester. Souvenez-vous, c'est l'hypertension veineuse pulmonaire avant toute chose. Après, vous avez la maladie véno-occlusive et éventuellement la surcharge. Deuxièmement, l'épaississement est irrégulier. Et bien là, avant toute chose, la lymphangite carcinomateuse. La lymphangite, qui souvent n'est pas, elle est localisée. Souvent, elle est localisée. Et vous voyez très bien que, on voit bien que le nodule, il y a des renflements, c'est les emboles tumoraux. On peut avoir des renflements dans l'hypertension veineuse, c'est les grosses veines, mais réguliers dans l'hypertension veineuse, tout à fait irrégulier dans la lymphangite. On a aussi la sarcoïdose, on a aussi le lymphome, le Kaposi, l'amyloïdose et la LIP, qui peuvent donner, dans certains cas, des épaississements des septa interlobulaires irréguliers. Donc, vous sortez les tiroirs, vous ne cassez pas la tête. Hein. Et enfin, si l'architecture est totalement perturbée, eh bien, c'est un processus fibrosant, quel qu'il soit. Donc, vous avez vu déjà, vous allez rien qu'avec ça avoir des orientations. Rien qu'avec ça. Voilà un malte, très bien, qui donnait un aspect. Les réticulations endolobulaires. Alors ça, c'est un peu plus subtil à voir. Ce sont des toutes petites opacités. Toutes petites opacités réticulées que l'on a, toutes petites, qui habituellement témoignent d'un processus fibrosant. Habituellement, il y a un processus fibrosant qui débute. Vous tirez le tiroir, vous avez ça dans la fibrose pulmonaire idiopathique, vous avez ça dans la NSIP, l'asbestose, bien évidemment, la PIC, bien sûr, et pensez aux causes médicamenteuses et en particulier à l'amiodarone qui donne ça. Regardez le cas, voilà une amiodarone, on pourrait penser que c'est un poumon hémodynamique cardiaque, bien sûr, mais quand on regarde, on a, vous voyez, des bronchectasies de traction, des bronchectasies, j'arrive pas, ça marche, voilà, bronchectasie de traction, là aussi, et là vous avez des petites réticulations à l'intérieur, et bien ça, c'est une pneumopathie infiltrative due à l'amiodarone qui commence à rétracter. Donc il y a déjà un certain nombre d'années. Donc vous avez vu déjà, vous avez bien avancé. On va faire les fameux micronodules qui empoisonnent tout le monde. Hein. Tout le monde a peur de ces micronodules. 3 types. Les bronches, l'interstitium et l'hématogène. Regardez. Le bronchogène, son nom l'indique, bronchogène, c'est au milieu, la bronche, c'est au milieu. Donc, vous avez un nodule, ça c'est le lobule secondaire de Miller, qui est au milieu. S'il est au milieu, il n'est jamais en périphérie. Donc, vous le voyez, il y a toujours un petit espace sous-pleural, libre. Ça vous fait dire, c'est bronchogène. C'est très fréquent dans la PHS. Très, très fréquent, cet aspect dans la PHS. D'accord? Si vous remplissez, vous vous souvenez, ça c'est l'artère centrolobulaire, et vous avez la bronche, les bronchioles terminales, respiratoires, 1, 2, 3. Si vous remplissez les bronchioles, mais vous avez l'image en mimosa. Ok? Donc, par vous devez voir ça, vous avez vu ça des milliers de fois, avec la tuberculose et les mycobactérioses, qui donnent ces images particulièrement bien visibles de micronodules flous, et puis parfois un peu branchés. Parce qu'on remplit les bronches terminales et respiratoires à partir de la tête alvéolaire, des sacs alvéolaires, et c'est toujours au centre du lobule secondaire. Ah ben, vous sortez le tiroir. Hein. Qu'est-ce que c'est? Bronchiolite infectieuse. La bronchiolite du fumeur que l'on a vu tout à l'heure, la RBILD, c'est ça, c'est le type qui, dans les sommets, a ces lésions de micronodules flous, parce que c'est un gros fumeur. Ça c'est intéressant, parce que ça serait peut-être un stade précessif
de l'emphysème centrolobulaire. On est en train de regarder si ça ne peut pas être ça. Les mycobactérioses, ça je ne vous en parle pas, vous connaissez. La PHS, bien évidemment, bien sûr, ça ne touche pas la périphérie. L'adénocarcinome in situ, certaines formes. Regardez, celle-là, je vous l'ai déjà montré, patiente qui a eu un anneau gastrique. Vous voyez la taille de son œsophage là, et elle inondait son poumon droit. Vous voyez les micronodules flous, ça ne touche pas la périphérie. Et elle est venue pour de l'asthme en disant j'ai de l'asthme, et comme c'était en mai, elle a dit j'ai de l'asthme et je suis allergique au pollen. Voilà. Donc vous avez sorti le tiroir. Ce souvenir, juste, ça c'est beaucoup plus rare. Vous voyez le lobule secondaire, vous avez au milieu la partie bronchique et les vaisseaux. Ça peut venir des vaisseaux. On a parlé des nodules bronchogènes qui viennent des bronches, mais ça peut venir aussi des vaisseaux. Un subœdème pulmonaire va vous donner des micronodules flous au milieu du lobule secondaire de Miller. L'hémorragie, c'est typique, c'est une image de micronodules flous qui ne touchent pas la périphérie. C'est pareil, c'est centrolobulaire. Interstitiel, ça touche tous les compartiments. Central, sous-pleural, c'est une image typique que vous connaissez bien, la sarcoïdose. Ce qui explique que dans la sarcoïdose, vous ayez des nodules qui sont contre la plèvre, contre les scissures, ce qu'on appelle les scissures emperlées. C'est pour ça la grande différence. Vous sortez le tiroir, c'est pareil. Et vous réfléchissez, voilà ce qu'on a dans le nodule interstitiel. La lymphangite, le lymphome, le Kaposi, l'amylose et la lippe. Et puis c'est hématogène, ça vient par le sang, ça vient par vague, ça vient tout d'un coup. Vous connaissez bien évidemment les lésions secondaires avec des nodules de taille différente, et vous connaissez parfaitement la miliaire avec des nodules de taille équivalente partout. Bien, là je ne vous apprends rien, vous connaissez tout ça mieux que moi. Le verre dépoli. Alors le verre dépoli, c'est une opacité pulmonaire qui est peu dense. Si vous avez un vaisseau, vous devez voir le vaisseau. Ça n'efface pas les vaisseaux. C'est ça la définition. Ok ? C'est localisé, diffus, homogène. Si c'est hétérogène, on parle de mosaïque. Et puis s'il y a des distorsions, on parle de fibrose. Les causes, vous les connaissez, le verre dépoli, il y a vraiment, pareil, le tiroir, plein de causes. Plein de causes. Pneumopathie d'hypersensibilité, la pneumocystose, les infections virales, l'hémorragie, l'adénocarcinome, tout ça peut vous donner du verre dépoli diffus. De toute façon, vous aurez les topos, donc vous avez le temps après, à tête de reposer, de regarder, de vous faire vos tiroirs. Voilà, une pneumocystose, c'est un pompier qui est arrivé parce qu'il était essoufflé, et vous voyez, il y a des verres dépolis, une grisaille diffuse. Regardez, un OAP cardiogénique brutal par une rupture d'un pilier. Il n'y a pas dans l'OAP brutal, il n'y a pas la partie interstitielle. Ça n'a pas le temps, hein. Ça pète et il y a du sang partout. Donc, il n'y a pas la partie interstitielle de l'épaississement péribroncovasculaire. Le crazy paving, vous le connaissez, c'est des épaississements des septa interlobulaires, des réticulations endolobulaires, que l'on a vu, les petites réticulations, et le verre dépoli, c'est la protéinose en bas à droite, et à gauche, c'est un adénocarcinome, forme classique, l'adénocarcinome, qui donne ça. Vous avez aussi la pneumocystose, bien sûr. Tout ça, c'est dans le tiroir. L'image en halo, le halo de la Lune, il est là. Vous le voyez, hein, il est magnifique. Les causes, ça c'est une infection aspergillaire en sortir de déficit immunitaire important. Donc vous avez, c'est le rétrécissement mitral autour des veines, c'est les métastases. Et puis vous avez l'inverse, c'est l'atoll, le signe de l'atoll que vous connaissez tous. Avant on disait c'est la pneumonie organisée. C'est fini, ça n'est pas spécifique. Tout un tas de maladies
peuvent donner des images en atoll, de maladies infectieuses, néoplasiques, et puis d'autres, la sarcoïdose, etc. Condensation alvéolaire, un réflexe, vous prenez une densité. Condensation alvéolaire là, vous n'avez quasiment pas besoin de prendre la densité. Hein. Vous avez vu, c'est d'un noir, le noir profond, c'est de l'air. Vous regardez sous la peau, il y a un noir beaucoup plus clair qui est le même, et qui est le même là, c'est de la graisse, de l'ammonie lipidique, dont le scanner, ça sert à penser, à prendre les densités. Alors vous avez des condensations de sarcoïdose, ça c'était un lymphome, mais vous avez le catalogue, hein. Vous avez le catalogue. Là. Déjà, ça vous oriente vers certaines causes. Les kystes pulmonaires, vous les connaissez parfaitement, hyperclarté circonscrite à parois fines, avec un parenchyme tout à fait variable. Gilbert Ferretti m'a passé ce truc-là que j'aime bien, qui vous donnera comment faire. Kyste et poumon normal, voilà à quoi vous pensez. Kyste et nodule, voilà à quoi vous pensez. Kyste et verre dépoli, voilà à quoi vous devez penser. Ok? Tout ça, vous l'aurez, il n'y a pas de souci. Hein. Kyste pulmonaire avec tumeur rénale, bien évidemment. Hein. Tumeur extra-rénale ou histoire familiale de pneumothorax. Et donc, vous avez, c'est le catalogue. Quand vous avez ça, vous n'avez qu'à ouvrir le catalogue et vous réfléchissez en fonction de la clinique, en fonction de ce que vous avez. Il me reste combien? Il y a encore 6 minutes. Parfait. Moins 2. Parfait. Très bien. Alors, vous les connaissez, hein, les nodules troués de l'histiocytose, enfin de la granulomatose de la cellule Langerhans, pareil, et puis on a des kystes plus importants. Tout ça, c'est bien connu. Une lame, bien évidemment, avec des kystes de taille pratiquement identique, à parois très fines. L'épaississement de l'interstition péri-broncho-vasculaire. S'il est régulier, c'est l'hypertension veineuse. S'il est nodulaire, pensez à la sarcoïdose, à la lymphangique carcinomateuse ou au Kaposi. S'il est irrégulier, pensez à la sarcoïdose, bien évidemment. Vous voyez, l'hypertension, on a parfois l'épaississement de l'interstition. Regardez ça, péri-broncho, autour des vaisseaux, c'est très épaissi. Mais c'est l'interstition qui est gonflée. Et c'est pour ça qu'on a chez ces gens-là des ganglions. C'est plein de liquide, plein d'eau. L'eau du poumon, elle est résorbée, elle passe dans l'interstition et on la retrouve dans les ganglions médiastinaux. Ça, c'est une sarcoïdose et vous voyez que la lumière bronchique est entourée, bien évidemment, par du tissu. C'est l'interstition qui est épaissie dans la sarcoïdose. Vous vous souvenez du poumon en mosaïque? C'est le poumon qui est irrégulier, avec des zones claires, des zones foncées. Il faut un réflexe, c'est avoir des coupes en expiration, obligatoirement. Et vous avez là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous allez gérer ce truc-là? Vous regardez la taille et le nombre des vaisseaux. Si tout est conservé, c'est un verre dépoli hétérogène, c'est toutes les PID qui peuvent donner ça, et en particulier les infections. Si vous avez une réduction de taille du nombre en nombre dans les zones hypodenses, en expiration, si vous avez un piégeage, c'est une maladie bronchiolaire. Si vous n'avez pas de piégeage, c'est une maladie vasculaire. C'est une embolie pulmonaire chronique ou une HTAP. Et enfin, si vous avez ce qu'on appelle le fromage de tête, c'est-à-dire des zones très claires, des zones grises, des zones plus foncées, avec un piégeage aérique et une mosaïque et un verre dépoli très hétérogène, pensez c'est la PHS chronique, et là le diagnostic est quand même particulièrement difficile. Je suis allé un peu vite, je m'excuse, mais j'ai essayé de tenir le timing. Les signes de fibrose, le signe le plus classique, vous le connaissez, c'est le rayon de miel. Très bien. C'est une atteinte qui est constituée de microcavités qui sont jointives, qui sont parfois remplies
puisque dans les derniers articles, il semblerait que ce soit des bronchioles qui sont tortueuses et dont on voit juste les unes contre les autres et on a ces bronchioles. On a pensé jusqu'à présent que c'était des zones épithélialisées et en fait probablement c'est des bronchioles. Elles sont espacées entre elles par une paroi d'épaisseur variable, classiquement sur plusieurs rangées. Mais on peut avoir aussi, je vous l'ai dit, les réticulations intralobulaires qui sont un signe de fibrose. Vous pouvez avoir une distorsion des bronches, des scissures, qui est souvent un signe, bien évidemment, de fibrose. Et on le sait maintenant, dans la nouvelle classification de la PIC, c'est-à-dire de la pneumonie interstitielle commune, la PIC, c'est l'aspect scanographique de la fibrose pulmonaire. Eh bien, on sait maintenant qu'il y a les bronchectasies et les bronchectasies de traction qui font le diagnostic de probable, et probable donc c'est mis en route d'un traitement antifibrosant. La perte de volume, tout ça, bien évidemment. Vous connaissez donc les images typiques de fibrose pulmonaire. Malheureusement, je n'arrive pas à le voir. Vous avez vu que parfois, on a des kystes aériennes de grande taille. Ça, c'est important. Les parois sont bien limitées, sous pleurale et les dB de traction. Alors, ça, c'est une sarcoïdose arrivée au stade de fibrose, bien sûr. La spondylarthrite ankylosante, vous vous souvenez, cette maladie, qui, outre une restriction pulmonaire, donne parfois un processus fibrosant apical qui pourrait ressembler à une fibroélastose. D'ailleurs, tout à fait typique. Difficulté du diagnostic, ne vous faites pas avoir par ce piège classique, c'est l'emphysèmateux qui fait une pneumopathie. Quand on a des images hyper claires d'emphysème, quand on va faire une pneumopathie, on le met, la pneumopathie, l'infection, l'exsudat, il ne va pas dans les zones emphysèmateuses, il va entre les zones emphysèmateuses. Et donc on se retrouve parfois avec des images comme à gauche qui donnent une impression de rayon de miel, alors qu'en fait, avec traitement antibiotique, tout disparaît. Ça, c'est une image, souvenez-vous-en, ne vous faites pas piéger si vous avez un scanner antérieur qui confirme l'emphysème. Pareil, la perte de volume, ça c'est typique dans la PINS. Ça entraîne une rétraction des lésions. J'ai quasiment fini. Cas particulier, on en reparlera demain. Je vous le dévoile juste un peu. Voyez ce Covid à 3 mois. On a des images de bronchectasie, comme les bronchectasies de fibrose. Voyez l'image qui est angulée, qui arrive jusqu'en périphérie. Eh bien, ce terme-là, actuellement, il y a une nouvelle terminologie qui est apparue. On dit fibrotique-like. Donc de type fibrose. Parce qu'on sait que ces lésions peuvent disparaître en 1 an. Donc, il ne faudra pas s'exciter trop chez ces patients-là, ne pas leur faire des investigations agressives. Voilà, ça c'est des lésions. Et pourtant, vous voyez bien, hein, quand on les voit, on peut être très inquiet. Eh bien, vous verrez, il y a plein de lésions de type fibrotique-like. Voilà. Regardez, il a eu la foudre en avril 21, et regardez ce qu'il a 5 mois après. Vous voyez tout à fait que ces lésions, et ça peut régresser. Donc ne pas engager un pronostic très défavorable chez ce patient-là. Je vous montrerai des images comme quoi les anomalies ont disparu. Finalement, on est bon dans le timing. Souvenez-vous, les PID, d'abord récupérer de vieux documents. Ça évite quand même parfois de faire des bêtises et des investigations inutiles. Deuxièmement, l'élément sémiologique prédominant, c'est ce que je vous ai fait. Souvenez-vous de tous ces signes, vous ouvrez votre tiroir. Et là, après, vous avez le lavage, vous aurez le FR, vous aurez plein d'éléments qui vont vous permettre de faire le diagnostic. Vous regroupez tout ça,
On intègre la clinique et les examens paracliniques, et à la fin, ça va donner, dans certains cas, des aspects quasi pathognomoniques dans certaines pathologies, bien évidemment, mais pas toujours. Enfin, pour ceux qui pratiquent les DND, vous voyez que habituellement dans les DND, on a beaucoup de difficultés, on n'arrive pas à avoir des diagnostics corrects. Je vous remercie. Merci. Merci, Dr Gérard Durand, pour cette présentation riche et complète.